Ça y est, la première journée d'essai pour les 500 miles Indianapolis 2023 s'est tenue ce mercredi. Une journée avec au total 6 heures de roulage. On rappelle, c'est comme ça toujours de toute façon, de 18h à minuit heure française. Aucun accrochage, aucun accident, rien du tout, c'est déjà très positif. Je vais déjà revenir globalement sur les quelques faits marquants de la journée, en tout cas les quelques petites choses qu'on peut remarquer dans le classement et dans la feuille des temps, et puis ensuite je vous dirai sur quoi les équipes et les pilotes ont vraiment pu travailler pendant ces 6 premières heures de piste. Takuma Sato, double vainqueur de Indy 500, on rappelle en 2017 et en 2020, s'est classé tout en haut de la feuille des temps à la vitesse moyenne de 229,439 miles par heure, ça fait 369,246 km/h de moyenne sur un tour. On ne parle pas de vitesse de pointe, mais vitesse moyenne. Il est devant Scott Dixon, Santino Ferrucci, Alex Palou et Scott McLaughlin. De l'autre côté du classement, dans la lutte pour la 33e et dernière place qualificative, on retrouve Catherine Legge en 31e place devant Christian Lundgaard, R.C. Inersson et Callum Ilott, 34e et dernier. Et si vous vous demandez pourquoi on utilise plutôt la vitesse moyenne plutôt que le chrono sur un tour pour exprimer le classement Indianapolis sur les autres ovales, c'est parce qu'en fait c'est beaucoup plus représentatif et c'est beaucoup plus visuel pour les fans américains et partout dans le monde. Parce que par exemple, il n'y a qu'une seule seconde entre le chrono de Sato, premier, et celui d'Ilott, 34e. Mais au final, la différence est de 6 miles à l'heure de moyenne, ce qui équivaut quand même à quasiment 10 km/h, ce qui vous montre vraiment qu'il y a beaucoup de boulot pour le Britannique et son équipe. Même si c'est difficile de vraiment tirer des conclusions vraiment particulières pendant une journée comme celle-là, on peut au moins remarquer que le Chip Ganassi Racing est toujours au top. C'est-à-dire que depuis 2020 et l'apparition de l'aéroscreen sur ces voitures d'IndyCar, c'est toujours eux qui sont vraiment avec les meilleures voitures en rythme de course, en rythme de qualif, et après, ils ne gagnent pas forcément chaque année, mais ils en sont très proches tout le temps depuis 2020. Et ici, c'est encore le cas, les 4 voitures sont dans le top 10, et les 4 voitures étaient même aux 4 premières places avant qu'on arrive dans la happy hour, la dernière heure d'essai, où les conditions sont un tout petit peu plus favorables pour les pilotes et les équipes, et donc forcément, beaucoup de monde essaye de faire des meilleurs chronos à ce moment-là. Le chrono de Scott Dixon, par exemple, qui a terminé deuxième de la séance, a été réalisé un peu après 18h heure française, donc midi heure locale, donc forcément dans des conditions un tout petit peu plus chaudes, et donc un tout petit peu moins bonnes pour sa voiture. On peut remarquer aussi quand même que du côté du Team Penske, c'est plutôt positif, parce qu'honnêtement, depuis quelques années, la victoire de Simon Pagenaud en 2019, ils sont un petit peu perdus à Indianapolis, et bien cette fois-ci, voilà, ça va un peu mieux, les 3 voitures sont placées dans le top 12, au top 13, donc c'est déjà positif pour eux. Pour Andretti Autosport, parce que je sais que ça nous intéresse, nous évidemment, fans français particulièrement, c'est un petit peu plus difficile à lire comme résultat. On voit la 6e place de Colton Herta, la 10e pour Marco Andretti, donc ça c'est positif, mais on voit aussi Romain Grosjean 30e, donc tout de suite j'ai vu les gens commencer à se dire, mon dieu, ça y est, est-ce que Grosjean va louper l'Indy 500? Je pense simplement que chez Andretti, comme on a 5 voitures, on s'est dit on va prendre 5 directions assez différentes dans les réglages, et on va tranquillement analyser toutes les données, et faire revenir tout le monde, et converger tout le monde vers un réglage qui fonctionne bien pour quelqu'un, et pas forcément les réglages par exemple de Romain Grosjean qui n'était que 30e. C'est une supposition. S'il n'est que 17e de la feuille des temps, Simon Pagenaud s'est montré beaucoup plus positif après cette journée que notamment au Texas où il n'avait vraiment pas une voiture faite pour jouer la gagne ou même les premiers rôles. Je vous propose d'écouter sa réaction tout de suite. On a bien travaillé aujourd'hui, c'était une très bonne journée, une très bonne première journée. Déjà la première chose qui était très importante, c'était de vérifier la rapidité de la voiture sur un tour. On l'a fait sans trafic et on est très satisfait de la voiture, de la vitesse de la voiture pure. Donc je tire mon chapeau à tous les membres de l'équipe qui ont travaillé sur ce châssis. C'est un châssis qui est complètement différent de ce que l'on a d'habitude pendant la saison complète. C'est un châssis dédié aux 500 miles d'Indianapolis. Ils ont fait un super boulot, donc ça c'est top. Et ensuite on a donc revu ce qu'on pouvait faire dans le trafic, mais évidemment la voiture n'était pas tout à fait bien réglée pour le trafic, mais ça nous a permis de cocher les cases des questions qu'on avait. C'est une bonne première journée, pas parfait pour le trafic, mais en tout cas on démarre bien. Il ne faut surtout pas se précipiter, il faut prendre son temps et surtout ne pas se faire mordre par la piste en étant trop agressif. Donc le programme est bien respecté et ça me plaît. Un autre classement devrait attirer notre attention, mais il n'a pas été publié en fait par IndyCar, ou alors je ne l'ai pas assez bien cherché, mais c'est le classement des tours réalisés sans aspiration. Parce que les chronos que je viens de vous dire, c'est à chaque fois en groupe, ce qui permet évidemment aux vitesses d'être beaucoup plus imposantes, puisque forcément on est à l'aspiration, donc on va beaucoup plus en ligne droite par exemple, même s'il faut un peu plus relâcher en virage. Et à ce petit jeu-là, eh bien c'est quand même Rinus VeeKay qui a obtenu le meilleur chrono sans aspiration, un tour à environ 223 miles à l'heure de moyenne. Vous voyez qu'il y a donc quasiment 6 miles à l'heure de différence avec Sato, mais ça prouve au moins que chez Ed Carpenter, le Ed Carpenter Racing, on continue d'avoir des voitures très bonnes en rythme de qualif. Et donc globalement, qu'est-ce qu'on a fait ce mercredi du côté des équipes et des pilotes? Et ce qu'on continuera de faire aussi ce jeudi, c'est principalement rouler dans le trafic. On veut essayer de donner aux pilotes et aux ingénieurs le maximum de données et de ressentis sur comment la voiture se comporte derrière d'autres
autres voitures. Et c'est pour ça que vous allez voir pas mal de gens mener un petit peu le peloton, ralentir volontairement pour glisser dans la meute et ainsi pouvoir travailler dans le trafic. C'est vraiment quelque chose de très évolutif et de très dynamique, en fait, une séance d'essai Indianapolis, quand vous avez un groupe de parfois 20 voitures qui se suivent les unes derrière les autres. On a l'impression qu'il y a plein de dépassements, que ça va être une course de malade, mais comme me l'expliquait Dario Franchitti, triple vainqueur de Indy 500 il y a quelques années, le jour des essais, personne ne veut mener, voilà, on se laisse passer, machin, c'est limite plus dangereux que le jour de la course, où tout le monde n'a qu'un seul objectif, être tout devant et remonter un maximum. Donc forcément, vous allez avoir des choses qui paraissent complètement folles, mais c'est en fait peut-être des incompréhensions entre un pilote qui a plutôt ralenti et un autre qui voulait plutôt remonter la meute. Mais ce qui est important aussi pour les équipes, et c'est ce qui est fait souvent au début des séances comme ça d'essais de 6 heures, c'est qu'on va faire sortir les voitures et les pilotes pour essayer d'avoir le moins de voitures en piste en même temps, et au moins pouvoir lire la rapidité intrinsèque de la voiture seule en piste. C'est une donnée très importante parce que les qualifications se passent évidemment un après l'autre, seul en piste, et c'est pour ça que Simon Pagenaud était positif, parce qu'il a pu certes uniquement faire le 17e temps au roulage, on va dire, en paquet, mais il a pu comprendre que sa voiture était rapide toute seule. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que on a beau faire ce qu'on veut, il y aura des voitures qui seront rapides de base, c'est-à-dire que aérodynamiquement elles sont un tout petit peu plus efficientes, c'est un gros travail aussi de la part de tous les mécanos toute l'année, et puis d'autres qui seront juste pas rapides. Et on aura beau faire ce qu'on veut dessus, on pourra pas remonter au classement. Donc c'est important de savoir où on se situe. Donc il y a eu un tout petit peu de roulage seul en piste, mais le principal c'est évidemment de rouler en paquet pour préparer une voiture de course, parce qu'en course, on passe 90% de son temps dans le paquet, on est très rarement tout seul devant en train de partir. Et il faut aussi savoir définir sa stratégie pour la course, et je ne parle pas là d'une stratégie pneumatique ou une stratégie d'essence, mais la stratégie aérodynamique. Car si les voitures sont toutes les mêmes en IndyCar, en tout cas au niveau du châssis, puisqu'il y a deux motoristes Honda et Chevrolet, il faut savoir que les équipes ont le droit de choisir parmi une multitude d'options aérodynamiques, de petites pièces qu'on peut venir ajouter pour augmenter l'appui, mais en même temps aussi augmenter la traînée, ou aborder une meilleure stabilité en virage. Tout ça, on peut vraiment jouer avec pas mal de choses, et c'est ce que les équipes font pendant ces heures d'essai, en tout cas le mercredi et le jeudi, c'est qu'ils essayent toutes les possibilités pour avoir la voiture qui est à la fois la plus efficace quand elle se retrouvera peut-être aux avant-postes du peloton, mais aussi celle qui sera la plus confortable pour le pilote dans le trafic. En général, à Indy 500, vous n'allez jamais voir un pilote qui se bat avec sa voiture jouer la gagne. Vous allez voir les pilotes qui seront les plus précis, les plus doux, les plus délicats avec leur machine, ça veut dire que la voiture fonctionne bien, et ils vont pouvoir remonter tranquillement le peloton. Vendredi, on s'occupera principalement aussi des run qualifs, puisqu'on pourra rouler avec un boost, et on devra rouler avec un boost plus important au niveau du moteur, comme le veut le règlement pour les qualifications également de samedi et dimanche, et ça, rassurez-vous, je vous en parlerai en détail. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau résumé de séance à Indianapolis. Ciao, ciao!